Bienvenue sur Top Invest. Aujourd'hui, on va analyser la compagnie qu'on appelle Figeac Aero. Donc, Figeac est une demande d'un abonné, donc c'est la demande de Guillaume. Donc, on va essayer de savoir ici aujourd'hui, est-ce que Figeac pourrait représenter une opportunité d'investissement en se basant sur les états financiers actuels. Donc, la première chose que je regarde quand j'essaie d'analyser une compagnie de manière quantitative, c'est surtout le revenu. Donc, le revenu ici je veux voir un revenu en croissance sur les 5 à 10 dernières années. Est-ce que c'est le cas ici avec cette compagnie-ci? Non. On remarque que surtout sur les 5 dernières années, on a une décroissance de 4,1% et surtout à partir de 2020 à 2021, on a ces chiffres-ci. Donc, on a presque perdu 50% de nos chiffres d'affaires. Donc, c'est tout à fait normal parce que la compagnie exerce dans un secteur qui est en difficulté en ce moment, à savoir le secteur de l'aéronautique. Donc, si les constructeurs de l'aéronautique souffrent, il n'y a pas de raison pour que Figeac ne souffre pas. Après cela, je recherche la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? La réponse est tout simplement non. Après, également, il faut souvent remettre les entreprises dans leur environnement actuel. Donc, c'est une entreprise qui souffre actuellement parce que l'industrie en général ne se porte pas bien. Donc, ça date depuis 2020. Donc, on va se dire que c'est à peu près vers cette période-ci. Mais avant même que cette période n'arrive, on peut déjà remarquer ici que la marge brute était sous pression. Ça ne donne pas une bonne information à long terme. Donc, c'est clairement une entreprise qui n'a pas de pricing power. Donc, si elle n'arrive pas à maintenir ses marges brutes, il y a de fortes chances qu'elle n'arrive pas à maintenir ses marges opérationnelles. Donc, c'est une information qu'on n'aimerait pas voir sur une entreprise. Donc, si on voit déjà cela, on devrait s'attendre. La suite ne devrait pas nous étonner. Après, je regarde la marge opérationnelle. Je recherche une marge opérationnelle qui est stable ou croissante. Est-ce que c'est le cas ici? On a une stabilité à ce niveau-ci, on a une décroissance à partir de cette période-ci, et là, c'est carrément zéro jusqu'à moins 21. Donc, ce n'est pas une entreprise qui gagne de l'argent présentement. C'est compréhensible parce que l'environnement au niveau de l'industrie de l'aéronautique est un tout petit peu compliqué, mais c'est déjà une information que je n'aime pas voir. Donc, pour moi, je m'attends à ce que la marge nette ou bien l'EBITDA puissent aller dans le même sens et je peux déjà savoir que ce n'est pas une entreprise qui a des avantages compétitifs. Après ça, on va regarder la marge EBITDA. Donc, je recherche une stabilité ou une croissance. Est-ce que c'est le cas? Non. On a encore une décroissance ici. C'est tout à fait normal. L'industrie est présentement sous pression. Mais avant même que ce ne soit le cas, avant même que le Covid n'arrive, on peut déjà remarquer que ce n'est pas une entreprise qui arrive à maintenir ses marges EBITDA. Et ce n'est pas étonnant parce que je pense qu'elle accepte des contrats sur lesquels elle n'a pas de grosses marges bénéficiaires juste pour pouvoir booster les volumes de vente, donc le chiffre d'affaires en général. Et c'est pas une information, c'est pas une bonne information que je reçois quand je regarde ce genre d'information, quand je regarde ce genre de marge-ci. Mais dans tous les cas de figure ici, dans ce genre de compagnie, pour pouvoir l'analyser, on doit regarder plutôt, on doit pouvoir la normaliser. Donc, en situation où il n'y aurait pas de Covid, où tout se passerait de manière normale, combien pourrait-on s'attendre en termes de revenus? Donc, généralement, après l'EBITDA, je dois vous donner l'information concernant la dette nette. Donc, ici, on n'a juste pas de dette nette sur EBITDA, ne sera pas une bonne information, ne sera pas positive. Pourquoi? Parce que l'EBITDA est négatif. Donc, étant donné que l'EBITDA est au dénominateur, ça ne donnera pas une bonne information. Mais c'est une entreprise qui a une dette présentement de 344 millions d'euros. Donc, 344 millions d'euros pour une entreprise qui ne rapporte pas d'argent actuellement, ça va être difficile à rembourser. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est une entreprise qui n'a pas généré, qui n'a pas émis de nouvelles actions. So, généralement, elle a gardé le même niveau d'action avant la crise. Donc, elle s'est essentiellement financée par la dette. Ce qui n'est pas une bonne chose à long terme parce que vous devez rembourser cette dette-là. Donc, en situation normale, si cette entreprise rapporte, disons, 450 millions d'euros, qui représente à peu près le dernier revenu en 2019, et que l'EBITDA ici est de 15%, ça revient par exemple à, on va se dire, 68 millions d'euros pour l'EBITDA. Donc, vous pouvez le voir à ce niveau-ci, 68 millions d'euros pour l'EBITDA. Si on prend la dette nette sur EBITDA, ça revient à 344 millions d'euros divisé par 68 millions. Ça représente 5,6 fois les EBITDA. Je vous avais dit que je recherche essentiellement tout ce qui est en dessous de 5. Donc un ratio inférieur à 5 fois la dette nette sur EBITDA. Ici, on a combien? 5. Ce n'est pas une bonne information. Après ça, quand je fais une normalisation, je dois prendre plusieurs cas de figure, donc plusieurs hypothèses.
Si je prends l'hypothèse où l'entreprise rapporte 450 millions d'euros, celle où elle rapporte 300 millions d'euros et celle où elle rapporte 225 millions d'euros. Donc, quand on prend toutes ces hypothèses-là et qu'on applique toujours la même marge bénéficiaire au niveau de l'EBITDA, on reçoit des informations qui sont celles-ci. À 45 millions d'euros d'EBITDA, la dette nette sur EBITDA va se situer à 4,7, à 7,6, avec 225 millions d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA margin aux alentours de 15%. La dette nette sur EBITDA va se situer à 10 fois les EBITDA. Donc, ce qui ne donne pas une bonne information à long terme. C'est une entreprise qui est endettée. Donc, ce qui est sûr, elle va devoir émettre lever du capital, donc émettre de nouvelles actions, ce qui va diluer le capital de ceux qui possèdent des actions en ce moment-ci. Donc, juste à ce niveau-ci, je sais déjà que je n'investirai pas dans ce genre de compagnie. C'est une entreprise qui est en difficulté, certes, mais déjà même avant les difficultés, elle ne pouvait pas garder ses marges stables. Donc, elle n'a pas de pricing power. Donc, elle n'a peut-être pas d'avantage compétitif parce que le pricing power, généralement, si vous avez un avantage compétitif, vous l'avez. Ça vous permet de garder vos marges au moins au minimum. Mais on va quand même essayer de la valoriser ici. Donc, si je prends le ratio que j'utilise généralement, qui est la valeur d'entreprise sur EBITDA, vous allez remarquer ici que la moyenne est de 11,13%, mais actuellement, on est à 16,75%. OK. On s'entend également que l'EBITDA a diminué parce que l'entreprise ne rapporte presque pas d'argent. Donc, il faut également normaliser ces résultats suivants. Même si on normalise le résultat, vous allez remarquer que l'information ne sera pas bonne. Et je vais vous montrer ça sur la page suivante. Donc, je vous explique rapidement. J'ai pris trois hypothèses. L'hypothèse où l'entreprise rapporte 225 millions d'euros, l'hypothèse où l'entreprise rapporte 300 millions d'euros, l'hypothèse où l'entreprise rapporte 450 millions d'euros, et tout ça, c'est le chiffre d'affaires. J'ai pris la même marge EBITDA, donc la marge EBITDA de 15%. Et maintenant, quand je prends ce ratio-là, 225 millions, 15%, ça représente 34 millions. 34 millions multiplié par 10 fois la valeur, valeur d'entreprise sur EBITDA, ça représente ici 340 millions d'euros en termes de valeur d'entreprise. Si on enlève la dette ici, qui est, je vous l'ai dit, de 344 millions, mais ici, ils vont vous mettre 339 millions d'euros. C'est pas grave, de toute façon, qu'il y ait 5 ou 6 millions de différence, ça ne dérange pas. On n'essaye pas d'être le plus juste possible, on essaye de trouver une valeur brute. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Si on enlève la dette et qu'on divise par le nombre d'actions disponibles ici, on obtient une entreprise qui vaut 3 sous. Enfin, 3 sous ou 3 centimes d'euros, c'est comme vous voulez, parce que moi, je ne vis pas en Europe, donc généralement, vous allez parfois m'entendre dire dollars, alors que je pense aux euros, en fait. Donc, c'est juste ça, c'est une question d'habitude. Mais ici, on se rend déjà compte que dans ce scénario-ci, avec la dette actuelle, le prix proposé aujourd'hui est extrêmement surévalué. Maintenant, on prend le second scénario qui est 300 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires, avec toujours une dette, un EBITDA de 15%. On fait toujours le même exercice, on se rend compte que l'entreprise ici va valoir 3,53 €. Encore une fois, surévalué. Donc, maintenant, quand on prend le dernier scénario qui est celui de 450 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires, qui représente à peu près le chiffre d'affaires qu'il a eu à faire, je pense, en 2019. Donc, d'ici à ce qu'on arrive à ce niveau de chiffre d'affaires-là, ça va peut-être mettre du temps. Mais si on prend ce chiffre d'affaires-là, par rapport au prix actuel ici aujourd'hui, ça pourrait représenter une opportunité d'à peu près 90,3% de croissance. Donc, l'entreprise sera à 10,85 €. Bon, quel est mon avis en général? Nous sommes dans une industrie qui souffre énormément. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre avant que ça ne revienne à la normale. Et ici, ce genre d'entreprise ici, quand tout va mal et qu'elle n'arrive même pas à garder ses marges stables quand tout allait bien, je ne pense pas que l'avenir soit rayonnant pour cette compagnie. C'est une compagnie qui est, voilà, correcte, une belle PME, mais en tant qu'investissement, je recherche beaucoup la stabilité. S'il n'y a pas de stabilité au niveau des marges, pour moi, c'est un no-go. Donc, s'il fallait même l'évaluer et lui donner un prix en date d'aujourd'hui avec les éléments que j'ai, je ne donnerais pas plus que 3,53 € pour cette action. Et quand je dis je ne donnerai pas plus que 3,53 €, c'est si je pense acheter l'entreprise au complet. Mais en tant qu'investisseur, je veux acheter l'entreprise à un prix inférieur à ce qui m'est proposé ici aujourd'hui. Donc, 3,53 €,
c'est la valeur que j'octroie à cette compagnie-ci. Donc, si je dois l'acheter, je vais rechercher plutôt aux alentours de 2 euros. Si l'entreprise, on me la vend aux alentours de 2 euros, je vais peut-être réfléchir à pouvoir faire une acquisition. Mais ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne compte pas l'acheter parce qu'il n'y a vraiment pas d'avantage compétitif ici. Donc, moi, je vous dirais, pour moi, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est un no-go. Donc, on va le laisser comme ça ici. Figeac, c'est une compagnie, voilà, c'est correct, une bonne PME, mais sinon, en tant qu'investissement, ça ne vaut pas la peine.